Le Caucase du Sud, en tant que région entre l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, peut servir de pont entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Aucun pays ne devrait être isolé et utilisé comme une arme contre la Russie. Toutes ces puissances moyennes et les grandes puissances, y compris évidemment les États-Unis, peuvent essentiellement partager les intérêts sans transformer ces pays en armes contre la Russie. Cette politique n'a pas fonctionné historiquement. Les puissances occidentales, il y a quelques siècles, ont toujours voulu utiliser cet espace géostratégique pour affaiblir la Russie, et cela n'a tout simplement pas fonctionné. Le modèle actuel de faire la même chose ne fonctionne pas non plus. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai une mise à jour pour vous sur ce qui se passe dans le Caucase. J'ai avec moi mon collègue et ami Lasha Kasratse. Lasha est un analyste en relations internationales spécialisé dans les États de l'ex-Union soviétique. Il se concentre sur le Caucase du Sud et les affaires régionales de la mer Noire. Alors Lasha, bienvenue. Merci Pascal. C'est bon d'être de retour. Lasha, les élections en Géorgie approchent de plus en plus à la fin octobre. Que se passe-t-il actuellement dans le processus politique à Tbilissi? Eh bien, j'aimerais avoir de bonnes nouvelles, mais je pense que la pression de l'Occident augmente. On parle maintenant de sanctions. Si je ne me trompe pas, ils ont déjà sanctionné quelques politiciens en Géorgie. Et maintenant, il y a, vous savez, ne me citez pas là-dessus, mais il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles il pourrait également envisager Bidzina Ivanishvili, le président honoraire et le fondateur du parti Rêve géorgien. Donc, l'homme avec le pouvoir en arrière-plan, n'est-ce pas? Oui. Oui. Vous savez, c'est un secret de Polichinelle. Personne ne le nie en Géorgie. Mais néanmoins, l'homme mène la politique en termes de pragmatisme, à mon avis. Et je pense qu'il comprend qu'il y a des dangers sérieux auxquels l'État géorgien est confronté. Et je pense qu'il a compris que son parti comprend que, vous savez, les choses comme d'habitude ne sont tout simplement plus viables et qu'il doit vraiment développer cette politique étrangère introspective dans la région et envers ses voisins occidentaux. Et fondamentalement, ils ont décidé de mener cette politique de pragmatisme avec la Russie. Ce que je ne vois rien de mal à faire, car je crois que c'est le seul moyen de survivre dans ce voisinage très difficile en tant qu'État. Et compte tenu de la courte histoire de la Géorgie, en particulier la guerre de 2008, si vous analysez cette guerre et les raisons qui la sous-tendent, je pense qu'il devient assez clair que la Géorgie doit vraiment, je ne veux pas dire réévaluer. La Géorgie continuera à rester un État pro-occidental, contrairement à tout le sensationnalisme qui a émergé de l'Occident, mais en même temps elle doit survivre en tant qu'État. Et cela signifie trouver, vous savez, un terrain d'entente avec Moscou. C'est de la pure géopolitique, et c'est un pur intérêt de sécurité nationale, un intérêt stratégique de sécurité nationale en ce qui me concerne. Et cela ne devrait pas être autrement. Non, mais le fait est aussi que ce n'est pas seulement la Géorgie, n'est-ce pas? La Géorgie est importante pour la Russie, mais l'ensemble du Caucase du Sud est important pour la Russie, de son point de vue géostratégique, n'est-ce pas? Et ce Caucase du Sud est également important pour l'Iran et pour la Turquie. Et si vous regardez la relation politique entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où se situent ces trois pays les uns par rapport aux autres? L'Arménie et l'Azerbaïdjan viennent de faire la guerre, et les deux se détestent profondément. L'Arménie essaie maintenant de toutes ses forces de rejoindre l'UHPEBL et de se rapprocher de l'Occident, comme s'il n'y avait pas de lendemain.
L'Azerbaïdjan a également une bonne relation avec l'Occident, envoyant beaucoup de pétrole à l'Union européenne. Et la Géorgie est sous beaucoup de pression pour choisir un camp. Et quand les néoconservateurs et l'Occident disent cela, ils veulent dire bien sûr que vous devez faire ce que nous voulons. Alors, comment les trois s'interconnectent-ils en ce moment? Nous disons cela depuis un certain temps maintenant, que le Caucase du Sud est un espace géopolitique, une région géopolitique. Il est en quelque sorte en train de se modeler pour revenir à ses propres principes régionaux de géopolitique. Ce qui se passe, c'est qu'ils se sont essentiellement réveillés de ce sommeil dogmatique et ont réalisé que l'Occident n'est tout simplement pas en mesure de garantir la sécurité de la Géorgie. Cela est resté tel quel, comme des promesses depuis, je dirais, après 1995, lorsque les États-Unis ont commencé à vraiment s'intéresser à la région. Ils ont promis l'Union européenne et ils ont promis l'adhésion à l'OTAN, avec une intensité relative, bien sûr. Mais essentiellement, c'est le récit qui est venu de Washington. Eh bien, la guerre de 2008, je continue d'en parler, est si importante précisément pour cette raison. Elle a vraiment montré qu'il n'y avait personne pour venir en aide à la Géorgie. La Géorgie n'allait pas avoir de garantie de sécurité de la part de Washington, encore moins, évidemment, de l'Union européenne. Elle a été essentiellement laissée à elle-même pour survivre face à l'invasion de la Russie en 2008. En même temps, étant donné la politique qui émanait de Washington et de tout le camp néoconservateur, ils ont continué à inciter la Géorgie contre la Russie. C'est indéniable. Ils peuvent essayer de le cacher de toutes les manières possibles, mais c'est indéniable. Il y avait beaucoup de littérature à ce sujet qui, si elle n'était pas directement impliquée dans la provocation de la Géorgie, l'a fait en termes de langage, de récits, de fausses promesses et de demi-promesses. D'une part, vous savez, on a dit à Saakashvili de ne pas le faire. D'un autre côté, cet établissement de Washington aurait en quelque sorte détourné le regard. Mais mon argument est que si Washington l'avait voulu, ils auraient pu arrêter Saakashvili. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'ils auraient pu empêcher cela de se produire. Et maintenant, nous voyons cela, vous savez, pas de la même manière exacte, mais assez similaire à ce qui se passe en Ukraine. Et cette sorte de causalité de ce qui a causé la guerre ukrainienne avait à voir avec ce genre de rhétorique propagandiste. Et puis nous savons tous ce qui s'est passé en mars à Istanbul, où ils ont essentiellement dit, sans détour à Zelensky, de ne pas oser faire la paix avec Moscou. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous apporte? So what does this tell us? What does this give us? This gives us today's reality, which is Cela nous donne la réalité d'aujourd'hui, à savoir que finalement la Géorgie réalise qu'elle doit, dans la mesure du possible, maximiser ses chances de survie. Elle a décidé, sous le gouvernement actuel du rêve géorgien, de poursuivre une politique étrangère de pragmatisme envers la Russie. Cela signifie qu'il y aura un découplage de cette sorte intense de politique étrangère normative occidentale, basée sur des valeurs. Elle prendra forme et se recentrera sur les intérêts nationaux, les intérêts stratégiques et les intérêts pratiques. Comme nous le savons tous, le Caucase du Sud regorge de projets géoéconomiques, des projets qui ont commencé au début des années 90 sous Shevardnadze, le premier président post-soviétique. Il était chef de la politique étrangère sous l'Union soviétique. Puis il est venu présider Jadi de renversement Paris renversement d'un crime élu, Zviad Gamsakhurdia. Quoi qu'il en soit, Shevardnadze a montré un sérieux sens politique et une grande perspicacité. C'était un politicien accompli, et il a compris très tôt qu'avec le père, Aliyev Senior, il devait trouver un terrain d'entente
et construire des projets géoéconomiques qui rapprocheraient les deux pays. Et ils ont réussi. Cela a essentiellement mis la Géorgie sur la carte, où l'Amérique a commencé à remarquer l'importance du Caucase du Sud en tant que corridor de transit. Je déteste utiliser ce mot. Il doit être conceptualisé comme un pont entre l'Est et l'Ouest, et non comme un corridor. Mais vous savez, cela a mis la Géorgie sur la carte géostratégiquement. Et maintenant, on en est arrivé au point où le Caucase du Sud se transforme en cet espace autonome, une région géopolitique plus encline et plus susceptible d'établir des relations au sein du voisinage, c'est-à-dire, vous savez, avec la Russie, avec l'Azerbaïdjan bien sûr, avec la Turquie, avec l'Iran. La politique est essentiellement, si je peux la paraphraser, celle de ne pas avoir de conflit avec aucun voisin. La Géorgie n'est pas en position d'avoir un conflit avec un voisin. Elle doit prendre soin de son intégrité territoriale et elle doit reconstruire son économie, continuer à développer son économie. Et je pense que si vous l'examinez géopolitiquement et géoéconomiquement, cette formule que le Caucase du Sud propose correspond à cette vision stratégique. Je pense que c'est une politique très intelligente et astucieuse à poursuivre. And I think it's a very shrewd and very smart and clever policy to pursue. Oui, bien sûr. Tout pays devrait poursuivre ses propres intérêts, n'est-ce pas? Et dans sa propre région. Mais qu'en est-il de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan? Comment la Géorgie interagit-elle avec ses deux voisins qui se querellent et se battent continuellement, anciens membres de la même Union? Eh bien, la Géorgie a toujours été un intermédiaire, si vous voulez. La Géorgie entretient de bonnes relations avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tout comme avec la Turquie et l'Iran. Ainsi, la Géorgie a proposé sa plateforme pour négocier la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais la Géorgie se considère elle-même et son rôle dans la région comme un transit, comme un pont entre l'Est et l'Ouest, et comme un facilitateur. Une sorte de facilitateur géopolitique, de projet géoéconomique, tout en maintenant simultanément des relations pragmatiques avec chaque pays que je viens de mentionner. Voici quelque chose de très important. La Géorgie a continué à suivre la voie occidentale même au milieu de ce changement et de ce bouleversement géopolitique. Car toute la formule 3 + 3 + 2 qui circule actuellement en Géorgie depuis l'Université d'État de Soho inclut absolument les États-Unis et l'Union européenne comme deux partenaires supplémentaires au format 3 + 3, ce qui fait 3 + 3 et donc 2. Cela signifie essentiellement que le Caucase du Sud, en tant que région entre l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, peut agir comme un pont entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, et qu'aucun pays ne devrait être isolé et utilisé comme une arme contre la Russie. Ainsi, toutes ces puissances moyennes et les grandes puissances, y compris évidemment les États-Unis, peuvent essentiellement partager les intérêts sans réellement transformer ces pays en armes contre la Russie, car la politique n'a tout simplement pas fonctionné. Historiquement, cela n'a pas fonctionné. Les puissances occidentales, vous savez, il y a quelques siècles, voulaient toujours utiliser cet espace géostratégique pour affaiblir la Russie. Et ça n'a tout simplement pas fonctionné. Et le modèle actuel de faire la même chose ne fonctionne pas non plus. Donc, vous savez, il y a aussi tout cet énorme élément avec le monde turc où l'Azerbaïdjan et la Turquie sont alliés. Et vous savez, la Géorgie n'est pas, contrairement à l'idée erronée que la Géorgie pourrait être prise entre deux feux. La Géorgie n'est prise dans aucun de ces schémas. Donc nous savons que dans le monde turc, tel que le voient Erdogan et la Turquie, cela inclut en quelque sorte l'Azerbaïdjan. Mais ensuite, vous avez l'Iran
avec des centaines de milliers, vous savez, le nord-est de l'Iran avec une minorité azérie vivant là-bas dont l'Iran est très préoccupé. Il y a donc une sorte d'équilibre où ces pays équilibrent les intérêts des uns et des autres. Et vous ne voyez pas de changement radical dans l'équilibre, une sorte de perturbation radicale de cet équilibre. Et le Caucase du Sud est précisément la région qui offre cette coalition d'équilibre constant, si vous voulez, non pas contre un État en particulier. Ce n'est pas votre type classique de construction d'alliance contre la Russie. Personne ne construit d'alliance contre un État dans cette région. Même si au début du XXe siècle, il y a eu une tentative de joindre les forces en tant que trois républiques du Caucase du Sud contre la Russie impériale tsariste. À mon avis, ces jours sont révolus depuis longtemps. Et vous savez, la région n'est pas à risque d'être détournée par une sorte de création d'alliance pour équilibrer la Fédération de Russie. Donc, si vous regardez de plus près ce que le Caucase du Sud offre, ce n'est rien d'autre que de la coopération. Il suffit de lui donner une chance. Ainsi, chaque république, y compris l'Iran, la Turquie et l'Azerbaïdjan, souhaite un flux ininterrompu de géoéconomie et de pétrochimie vers l'Europe. Et je ne pense pas que la Russie veuille nécessairement des turbulences géopolitiques dans la région. D'accord. Et je ne pense pas que l'Iran le veuille non plus. Cela ne veut pas dire qu'ils ne défendront pas leur propre ligne. Bien sûr, ils le feront, respectivement. Parce que je pense qu'il est assez important de sentir qu'aucun pays n'est prêt à perturber cet équilibre où il prendrait un rôle de leadership dans la région. Bien que, vous savez, il y a eu des analyses auparavant selon lesquelles la Turquie pourrait avoir cette ambition. Et si et quand cela pourrait arriver, encore une fois, la Russie agira et elle fera savoir que le Caucase du Sud est ce qu'elle considère comme son espace d'influence historique. Oui, mais le fait est que le Caucase du Sud est la sphère d'influence non seulement de la Russie, mais aussi de l'Iran et de la Turquie. Historiquement, tout le monde y a un intérêt, n'est-ce pas? Et je pense qu'un aspect important est que le Caucase du Sud est quelque chose qui, si cela tourne mal, je veux dire, si la géopolitique autour de cela tourne mal, cela a le potentiel de diviser les nouveaux liens entre la Russie et l'Iran, n'est-ce pas? C'est là que les deux pourraient réellement avoir un sérieux désaccord. Tu me parlais des projets d'infrastructure tout à l'heure pour connecter le pétrole azéri avec la Turquie. Peux-tu me parler de celui-là à nouveau? Can you tell me about that one again? Eh bien, le corridor de Zangezur est le corridor qui relie l'Azerbaïdjan continental à sa région du Nakhitchevan à travers ce corridor. Et s'il se concrétise, l'Azerbaïdjan ira directement en Turquie. La Turquie exploitera les ressources naturelles de l'Azerbaïdjan. Et il y a une possibilité que l'Iran soit exclu de l'équation. C'est pourquoi l'Iran, il y a quelques semaines, il y a seulement quelques jours, avait des déclarations flagrantes sur ce motif contre la ligne rouge, à savoir que l'Iran doit rester dans cette équation géoéconomique. Et s'agit-il uniquement d'un projet azerbaïdjanais? Cela passerait, bien sûr, par l'Arménie. Mais c'est aussi lié à la Russie, le projet, n'est-ce pas? C'est depuis le corridor nord-sud que la Russie veut également utiliser avec l'Iran. Et la Russie a essentiellement dit qu'elle n'exprimait aucun problème à ce sujet, juste pour apaiser les craintes avec l'Iran. Mais en même temps, avec le corridor de Zangezur, l'Azerbaïdjan connectera ses exportations de pétrole via la Turquie. Étant donné la position de l'Iran, il considère la Turquie comme une sorte de cinquième colonne de l'Occident, étant membre de l'OTAN. Donc, évidemment, l'Iran a toujours été préoccupé géopolitiquement et en termes de sécurité par le fait qu'il pourrait y avoir une coalition se formant contre lui vis-à-vis de ce monde turc
et de ce qui est également appelé, dans le Caucase, le Grand Moyen-Orient, où l'influence d'Israël interviendrait et marginaliserait les intérêts stratégiques de l'Iran dans la région. Mais rien de tel ne s'est produit. Il y avait bien sûr un spectre de cela. Nothing of the sort has happened. There was a specter of that, of course. Russia is always the part of the equation. Mais vous savez, la Russie fait toujours partie de l'équation. Et vous savez, je parierais que la Russie défendrait l'Iran si, vous savez, l'Occident collectif, à travers sa sorte de politique, la stratégie stratégique de la mer Noire, le calcul que l'Occident doit établir sa présence dans la mer Noire pour équilibrer la Russie, si cela commençait à poser des dangers sérieux pour Moscou, je pense que Moscou s'allierait avec l'Iran. Et donc il y avait aussi un danger, à travers la guerre actuelle Israël-Palestine, que l'Iran ait pu être entraîné dans la région, dans le conflit. Et évidemment, encore une fois, je pense que la Russie soutiendrait l'Iran si ce scénario devait se matérialiser. Donc vous voyez, il y a cette sorte de damier régional de géopolitique et de sorte d'équilibre des intérêts qui augmente les chances de se matérialiser, vous savez, pour atténuer les risques de guerre, parce que personne ne veut une grande conflagration régionale. Mitigate risks of war because nobody wants regional conflagration. Russia is busy with Ukraine, and it's certainly. Tu sais, la Russie est occupée avec l'Ukraine, et elle ne veut certainement pas une répétition de 2008 ou de la révolution des roses en Géorgie. Et nous voyons qu'elle ne soutient pas ouvertement Bakou, à mon avis, parce qu'elle se sent assez à l'aise avec l'Arménie. Poutine comprend que l'Arménie ne va nulle part, et c'est en quelque sorte en coulisses avec le corridor de Zangezur qui a causé plus de problèmes à l'Arménie que la Russie n'a apporté de fruits pour l'Arménie. Donc je pense que la Russie est assez confiante que son ancrage et son influence dans la région peuvent être maintenus, indépendamment de la guerre et de son implication en Ukraine. Regardless of the war and its involvement in Ukraine. Okay, then the big question. D'accord. Alors, la grande question est de savoir comment le maintenir stable ou comment s'assurer qu'aucune escalade n'ait lieu, n'est-ce pas? Et il y avait, je veux dire, le danger entre la guerre qui a eu lieu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh. Je veux dire, c'était une guerre chaude et elle aurait pu avoir le potentiel de s'étendre. Mais ce n'était pas le cas. Pensez-vous que l'affaire du Haut-Karabakh, où le conflit est maintenant définitivement terminé, voyez-vous un danger que cela revienne? Mais l'Azerbaïdjan a maintenant pris le contrôle du Haut-Karabakh, n'est-ce pas? Ils sont un peu partis, n'est-ce pas? Oui, pas dans l'arrangement actuel. Je ne vois aucun moyen pour que l'Arménie, ou les soi-disant amis de l'Arménie, récemment trouvés en Occident, aident l'Arménie à regagner ses territoires ou à les récupérer. Ce qu'a fait l'Azerbaïdjan stratégiquement, je pense, est remarquable. Il a regagné sa souveraineté territoriale, repris le Haut-Karabakh et a essentiellement rétabli, vous savez, tout l'équilibre avec la Russie aussi. La Russie a maintenant essentiellement abandonné, enfin je ne veux pas dire abandonné, mais peu importe ce que la Russie fait avec l'Arménie. Un basculement des alliances est assez évident. La Russie est restée essentiellement neutre, mais a en même temps soutenu l'Azerbaïdjan. Théoriquement, la Russie aurait dû soutenir l'Arménie parce qu'elle fait partie de la CEI, n'est-ce pas? Elle aurait dû, c'est l'idée. Mais l'Azerbaïdjan a détourné la Russie. L'Azerbaïdjan, vous savez, l'Arménie aurait pu... Eh bien, je pense que l'Arménie a commis quelques erreurs, mais surtout, je pense que la Russie a pris en compte la Turquie. La Russie comprend que la Turquie est un concurrent régional potentiel sérieux, et elle préférerait plutôt devenir membre de l'alliance trilatérale, si vous voulez, avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, plutôt que de gâcher ses relations ou d'escalader les risques de sécurité avec la Turquie à propos de l'Arménie. Mais je pense que vous savez, avec l'Arménie, ce qui s'est passé, c'était un faux espoir, une fois de plus, que l'Occident venait arracher l'Arménie à la trahison de la Russie.
to pluck Armenia out of Russia's betrayal. And that simply did not work out and won't work out. Et cela n'a tout simplement pas fonctionné et ne fonctionnera pas. Et je pense, contrairement à l'opinion populaire, que la Russie ne devrait pas s'inquiéter de l'Arménie parce qu'elle ne va nulle part. Et parce que la France ne peut rien faire pour changer le cours de l'Arménie, la Russie sera toujours une puissance dominante dans la région. Et l'idée que l'Arménie, avec son allié occidental, la France, puisse relancer la guerre pour réincorporer ces régions, je pense que c'est une notion absurde. Donc l'Arménie est coincée, en gros. Est-il juste de dire que parmi les trois petites nations du Caucase du Sud, chacune a essentiellement un conflit plus ou moins important avec un voisin? La Géorgie avec la Russie, l'Arménie avec la Turquie et l'Azerbaïdjan avec l'Iran. Oui, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont un conflit assez important. Et cette constellation géopolitique alimente beaucoup l'équilibre entre eux et, par conséquent, les intérêts des grandes puissances, la Russie, l'Iran et la Turquie. Et je pense que cet exercice d'équilibre se jouera parmi ces grandes puissances de la région. Et je pense que ce que propose la Géorgie, il y a des concepts et des théories à ce sujet, comme je l'ai mentionné plus tôt, pour façonner cette région. Je pense, si je me souviens bien, qu'Aliyev l'a également mentionné plusieurs fois lors de ses apparitions publiques, en disant que les puissances extérieures sont essentiellement les bienvenues, mais qu'elles ne sont pas les bienvenues pour remodeler la géopolitique régionale selon leurs propres intérêts. Cela s'inscrit donc vraiment dans tout le concept de transformer le Caucase du Sud en une région de stabilité géopolitique et géoéconomique où il mènera sa politique étrangère. Ce sera en quelque sorte une politique étrangère inclusive pour les puissances occidentales, les États-Unis, évidemment, ainsi que pour les puissances régionales. Regional powers and the division of respective interests. Et la division des intérêts respectifs se fera en termes de provocation ou de propagande, mais en termes d'une approche pratique et pragmatique pour répartir les intérêts géoéconomiques et géopolitiques d'une manière qui n'affecte pas ou ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale, principalement pour la Russie en ce qui concerne ses relations avec la Géorgie. Et ensuite, en outre, pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, et dans une moindre mesure peut-être pour l'Iran. Oui, cela a du sens. À un moment donné, nous devrions avoir une conversation avec des collègues mongols, car la Mongolie a des problèmes similaires de l'autre côté de l'ex-Union soviétique. Mais merci beaucoup, Lasha, pour cette mise à jour. Nous resterons en contact, surtout en ce qui concerne les prochaines élections en octobre. Et nous reparlerons bientôt. Merci beaucoup, Pascal. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.